Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite, comme convenu, votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles. J'entends par là la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag sur les matières premières agricoles en partenariat avec Place de la Bourse. Comme chaque semaine, on va débuter ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications qui sont tirées du site internet www.lalettre-de-l'acheteur.com. Ensuite, on retrouvera l'interview, notre invité qui sera en duplex et en direct, et on finira ce mini-mag par l'intervention de Mathieu Driol qui est analyste senior chez Day by Day et qui nous fera sa recommandation des comos du jour. On commence avec les avocats. Les avocats qui restent plus populaires que jamais dans le monde entier. Sur la plupart des marchés où ils sont commercialisés, les ventes restent généralement stables malgré les problèmes de logistique persistants et la hausse des coûts. Certains affichent même de meilleurs résultats que d'habitude, la France ayant connu un marché exceptionnellement équilibré pour cette période de l'année. On craint que l'invasion russe en Ukraine ne crée une offre excédentaire car certains pays ne fourniront pas la Russie cette année. En Espagne, la hausse des prix attendue à la fin de la saison ne s'est pas matérialisée, ce qui est regrettable pour ceux qui ont conservé des stocks dans ce but. Du côté de la production, il y a également eu quelques inquiétudes dans diverses régions. On pense au Mexique notamment, où les avocats sont beaucoup moins nombreux que d'habitude. De même qu'en Italie, les changements climatiques ont entraîné une baisse de la production, ce qui inquiète évidemment de nombreux producteurs. En revanche, l'Australie a connu une saison plutôt faible, car l'augmentation de la valeur de l'avocat a plus que compensé cette baisse de production. Suite à l'invasion russe, les infrastructures portuaires ukrainiennes ont été détruites et la mer Noire est maintenant minée, ce qui veut dire qu'elle est complètement bloquée. L'impact sur le commerce du blé de l'Ukraine a donc été sévère. Près de 80% des exportations de céréales de l'Ukraine transitent par ces ports du sud-ouest. On pense notamment aux ports d'Odessa, de Pivdemny, de Mykolaïv ou bien de Korknomorsk vers la mer Noire. Aujourd'hui, même si les navires sont en mesure de trouver un endroit pour accoster et charger des expéditions de céréales en vrac, l'assurance est soit d'un coût prohibitif, soit indisponible pour assurer le transport, le voyage. Contrairement à l'Ukraine, les exportations russes ne sont en grande partie pas diminuées par les perturbations de la production. La diminution des exportations de blé russe est plutôt le résultat du choix des importateurs mondiaux de ne pas soutenir le gouvernement russe. Bien que la nourriture ne soit pas soumise à des sanctions, les distributeurs et les banques hésitent à faciliter le commerce depuis la Russie de peur d'être condamnés à une amende par des gouvernements étrangers ou bien d'être soumis à la vindicte populaire. La Russie a également connu des primes d'assurance exceptionnellement élevées sur le transport maritime, avec des taux qui ont bondi d'au moins 400%, passant d'un taux estimé avant l'invasion de 0,025% à 5%. L'impact de la baisse des exportations russes et ukrainiennes sur le marché des céréales se fait déjà sentir. Agflow, une société de données qui compile des données sur les céréales, a estimé qu'environ 73 navires agricoles ont quitté les ports russes au cours des 2 premières semaines de mars, contre environ 220 navires au cours de la même période en 2021. De même, le département de l'agriculture des États-Unis, l'USDA, a réduit ses estimations d'exportation de blé russe et de blé ukrainien de 7 millions de tonnes, soit près de 12% des projections d'avant-invasion. Bien que cette projection pessimiste ait été partiellement compensée par des précipitations abondantes et des récoltes meilleures que prévues en Australie et en Inde, et dans une moindre mesure au Canada, les exportations mondiales de blé devraient encore chuter d'environ 3,5 millions de tonnes par rapport aux estimations d'avant le conflit. Le ministre de l'Agriculture du Nigeria, M. Abubakar, devrait rencontrer en mai prochain le Cocoa Board du Ghana pour discuter d'un éventuel ralliement du géant africain à l'instauration d'un différentiel de revenus décent à l'exportation de cacao, comme l'ont déjà fait la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ceci créerait de facto une alliance de producteurs, une sorte d'OPEP du cacao, souligne une étude d'Oxford Economics. Rappelons que le Nigeria est le 5e producteur mondial de cacao avec 280 000 tonnes attendues sur la saison 2022, au même rang que le Cameroun, mais derrière
la Côte d'Ivoire qui en espère 2,2 millions de tonnes et le Ghana qui espère en récolter 800 000 tonnes. Si les chiffres de production de cacao du Nigeria sont bien inférieurs à ceux de la Côte d'Ivoire et du Ghana, comme on vient de le voir, la surdépendance du pays à l'égard de son secteur des hydrocarbures a pesé sur son potentiel de ces derniers temps suite à la baisse de sa production pétrolière. Ainsi, accroître l'activité de la cacaoculture peut contribuer aux efforts de diversification du Nigeria. Les exportateurs africains de cacao s'attendent à une année difficile étant donné le contexte mondial et la pression que le conflit ukrainien-russe exerce sur l'économie de l'Union européenne. L'Union européenne qui est l'importateur majeur de fèves de l'Ouest africain. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés sur le site de la lettre de l'acheteur.com. On va marquer une rapide pause et on revient juste après avec notre invité, un artisan impliqué dans la préservation des trésors gustatifs de son terroir. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans le mini-mag La lettre de l'acheteur et comme promis, nous allons ouvrir notre page terroir et pour ce faire, je suis en direct et en duplex du marché de Paray-le-Monial avec monsieur Yannick Verstraeten. Bonjour monsieur Verstraeten. Bonjour à vous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes commerçant charcutier et un des maîtres andouilles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque vous faites partie du collectif de la confrérie des faiseurs d'andouilles de Charlieu, qui s'est créé en 1997. Monsieur Verstraeten, tout d'abord, c'est quoi l'andouille? C'est quoi une andouille, monsieur Verstraeten? Alors une andouille, c'est un saucisson paysan, c'est ce qu'on appelait les saucissons paysans d'andouille. Après la tuerie du cochon, on utilisait le sac et dedans on mettait les bas morceaux. Donc nous utilisons le cœur et la gorge de porc à 50% chacune pour avoir l'appellation d'andouille ou andouillette. C'est 50% d'un abat minimum dans le produit. D'accord, je comprends. Monsieur Verstraeten, pourquoi avoir créé ce collectif? Était-ce nécessaire? Donc ce collectif a été créé en 97 parce que les faiseurs d'andouilles se perdaient et la tradition se perdait. Donc ils ont décidé de s'unifier. Il y était 11 fabricants à l'époque. Et en 97, ils ont unifié une recette. Et à partir de celle-là, chacun a mis un petit peu sa patte pour faire perdurer le produit. D'accord, donc ce que je comprends bien, donc ces 11 charcutiers c'est à Charlieu, hein, c'est des charcutiers qui sont à Charlieu, ont mis en commun finalement leurs différents savoir-faire pour faire un produit d'excellence en quelque sorte. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Et donc ça a permis de développer un produit qu'ils ont fait connaître au fur et à mesure sur les marchés et les foires. D'accord, donc je comprends que c'est un produit de qualité, un produit d'exception. Est-ce qu'il y a un brevet qui a été déposé autour de ce produit? Donc le nom Andouille de Charlieu, c'est un nom déposé. La fabrication est aussi déposée par enveloppe. Et donc c'est un produit, il faut être installé à Charlieu et être fabricant à Charlieu pour avoir le droit d'utiliser l'andouille de Charlieu, le nom et la spécialité. D'accord, donc est-ce que c'est un produit qui se vend en dehors du territoire local? Est-ce que vos clients qui sont vos clients d'abord, monsieur Verstraeten? Alors nos clients à nous sont déjà tout ce qui est régional, tout ce qui se trouve autour de Roanne, Charlieu, donc dans un rayon, je dirais, de 80 km. Et donc, nous avons aussi sur les foires, partout en Rhône-Alpes, Auvergne, partie en Bourgogne aussi, où nous faisons des foires du terroir, salon des vins. D'accord. Pour faire connaître notre produit. D'accord, donc je comprends, donc c'est très régional finalement. Est-ce que vous anticipez des ventes, au niveau national, voire peut-être à l'international, monsieur Verstraeten? Oui, parce que nous avons participé au CIRA à Lyon l'année dernière et là nous avons fait le salon de l'agriculture cette année. Et donc nous avons décidé de parcourir la France, de faire connaître notre produit et on a fait une demande d'agrément national qui nous permettra de vendre nos produits sur le territoire et à des grossistes, pour des revendeurs, mais aussi pour l'international. D'accord, donc écoutez, il y a de véritables perspectives sur l'andouille de Charlieu. Est-ce que vous êtes toujours 11 bouchers charcutiers à Charlieu, monsieur Verstraeten? Non, du tout. Nous sommes plus que 4 aujourd'hui.
C'est pour ça que nous avons pris la décision avec mon associé Philippe Millet d'ouvrir un magasin dédié à l'andouille sur la place principale de Charlieu, où nous ne faisons que des produits à base d'andouille. Et il s'appelle comment ce magasin, Monsieur Verstraeten ? Le régal des gourmets. Le régal des gourmets. Tout est dans le titre. Du coup, je comprends que vous êtes combien de bouchers charcutiers aujourd'hui à Charlieu ? Donc à faire l'andouille, on n'est plus que 4. Vous êtes 4, donc vous êtes passé de 11 à 4 en 30 ans à peu près. Est-ce que ça veut dire que le savoir-faire est en train de se perdre, Monsieur Verstraeten, et auquel cas, ce qui semble être un peu le cas, comment transmettre cette connaissance fine de l'andouille ? Comment vous y prenez-vous ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié et auquel vous essayez de remédier, Monsieur Verstraeten ? Donc, dans un premier temps, on a décidé de remédier au problème en présentant notre produit de plus en plus loin. Donc, je vais de plus en plus loin, je fais de plus en plus de fois pour faire perdurer l'andouille. On a fait le magasin dédié à l'andouille pour faire connaître et pour attirer du monde. Et donc, à partir de ce moment-là, ça nous fera une base de travail pour faire perdurer le produit et amener, on l'espère, de futurs repreneurs qui développeront l'andouille et des bouchers qui garderont l'enseigne. Qui garderont l'andouille. On a quasiment fini votre interview, il nous reste très peu de temps. J'ai envie de vous poser une question. Alors juste, je révèle un peu les coulisses, c'est-à-dire que cette interview a été préparée. Et donc toutes les questions ont été préparées, sauf celle-ci que je vais vous poser, Monsieur Verstraeten. Oui, on connaît, en quoi l'andouille de Charlieu est-elle meilleure que l'andouille de Guéméné ? Je vous dirais qu'elle est plus fine. Elle plaît quasiment à tout le monde parce que nous utilisons le cœur. Le cœur, c'est là-bas le moins fort en goût et en odorat. D'accord. Donc, il est moins prononcé et c'est un produit qu'on fait manger régulièrement aux enfants. Et c'est très bien accepté par les enfants. D'accord. Écoutez, tout est dit. Merci beaucoup, Monsieur Verstraeten, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes un des artisans bouchers, artisans charcutiers de Charlieu, qui se démène et se débrouille très bien pour faire perdurer un savoir-faire ancestral autour de l'andouille. Mathieu Driol, qui est analyste senior chez Day by Day et qui va nous livrer son analyse des comos du jour. Et Mathieu, on va commencer avec le jus d'orange. Oui, un marché du jus d'orange toujours en phase de hausse, en fait, depuis les années 2019-2020. Les cours du jus d'orange se retournent progressivement à la hausse. Les cours enchaînent des creux et des sommets ascendants, mouvement qui s'est accéléré depuis quelques mois maintenant, et le rebond sur 115,70. Les cours ont ainsi atteint la semaine dernière le niveau de résistance majeure aux alentours des 192. C'est le niveau important de ce graphique en termes de résistance. On le voit d'ailleurs à la forte réaction baissière qu'il a provoquée. Un niveau de support important, si on considère cette lecture haussière, il est généralement de bon ton que les précédents sommets deviennent tour à tour support. Ici, le précédent sommet, c'est 164,45, si je veux être très précis. Et on constate... Oui, Louis-Antoine ? Non, pardon, excusez-moi, je faisais que répéter ce que vous étiez en train de dire. Donc, je disais 164,45 du coup. Oui, et c'est vraiment, donc c'est le sommet, en fait, le précédent sommet ascendant de début janvier. C'est ce niveau, ou en tout cas cette zone de niveau, qui doit permettre théoriquement de relancer la tendance haussière du jus d'orange pour permettre à terme de franchir la résistance à 192 et se diriger vers les niveaux suivants aux alentours des 227 puis des 250. On est sur un mouvement qui accélère d'une certaine façon, et il y a donc un risque, et ici le risque c'est plutôt un risque haussier. On note donc le risque haussier sur le jus d'orange. On bascule sur le maïs, Mathieu.
Oui, maïs américain, un graphique ô combien clair, hein, tout simplement, avec le récent débordement du précédent sommet à 735,25. Les cours du maïs américain poursuivent leur phase de hausse entamée sur le support majeur à 506,75 au cours de l'automne dernier. Ce mouvement ne donne absolument aucun signe de faiblesse. Sa projection est intéressante puisqu'il s'agirait en fait de reproduire en fait la dernière phase d'impulsion entre on va dire juillet 2020 et puis à mai 2021 au point bas de la consolidation. C'est la flèche bleue sur le graphique. Cela nous enverrait les cours sur une cible théorique vers 920. On a une résistance majeure à 975 et un niveau intermédiaire à 850. Un mouvement haussier toujours aussi fort, hein, tout simplement. C'est la troisième très belle séance haussière en termes de semaines que l'on fait sur le corne US. À noter que le dernier point de support et dernier creux se situe à 693,25. Il est malheureusement un petit peu éloigné des cours actuels. Pas la possibilité de le rapprocher, ou sinon il faut que je bascule sur un graphique en données journalières.